Oui, c'est une question, mais en même temps, c'était une remarque sur l'ensemble de ces trois présentations qui faisaient référence à des analyses extrêmement poussées sur le plan de l'analyse de la matière, comme par exemple le travail les deux exemples qu'a présenté Ina Reich, le travail d'analyse des silex et leurs implications du point de vue de la connaissance comportementale et territoriale de Vincent Delvigne, et puis le travail de Diego, qui, lui, a fait référence à l'archéologie expérimentale. On voit bien, avec ces trois exemples, à quel point les développements de la recherche dans des domaines extrêmement pointus nourrissent la recherche de contenu narratif et rapprochent donc cette histoire de la préhistoire très ancienne des démarches de l'histoire. Ça, c'est quand même un point commun. Et cette tendance était très marquée dans ces trois interventions. Et Diego, je voudrais plutôt insister sur, tu as été surtout celui qui, dans ces trois présentations, a abordé dans un domaine de l'étude d'une grotte ornée, une démarche qui n'est pas si banale que ça, en voulant être très exhaustif et en développant une approche expérimentale dans le comportement, dans la marche et dans l'éclairage, avec le recours à une grotte expérimentale. Et ça aussi, c'est un élément très important de manière à essayer d'avoir des avis de plus en plus robustes, des éléments opposables dans le cadre d'une démarche scientifique. Et ma question serait alors… Et le filleul d'Arthur. Et dans cette perspective, je me posais la question, comme nous essayons de constituer des référentiels qui vont servir à différentes disciplines scientifiques, Eric, il faudrait que tu fermes ton micro, s'il te plaît. On est dans la démarche, donc je reviens à toi, Diego, en quoi l'étude de cette grotte expérimentale va pouvoir être conservée? Est-ce que c'est un site qui va rester en tant que tel, disponible pour d'autres recherches scientifiques, ou au contraire est-il éphémère? Je m'interroge donc sur la permanence, l'utilisation, la constitution de référentiels qui serviront à d'autres. Oui, merci Jean-Michel. Nous, on fait un travail de grotte expérimentale. L'une, elle est fermée. Elle est dans un environnement géologique très, très similaire à Chura. Donc, ça fait que les conditions d'expérimentation sont très similaires. Et là, la grotte, elle est fermée. Donc, même quand on a fait de l'expérimentation avec des torches, tous les petits charbons qui sont tombés par terre au sol, ça, on est en train de faire une étude de dispersion et aussi de conservation, et de manière qu'après, on peut faire une comparaison avec ce qu'on trouve dans la grotte d'Achura ou dans d'autres grottes similaires. Donc oui, ça, on dirait que c'est une école d'expérimentation. Merci bien. Merci Diego. Bon, ben, on va reprendre dans l'ordre alors, avec la prochaine intervention donc, par Éric Boueda, professeur de l'Université de Paris-Nanterre, responsable de l'équipe en tête Anthropologie des techniques, des espaces et des territoires au Pliocène et au Pléistocène de l'UMR Arscan 7041. À vous. Bonjour, petite rectification. Je ne suis plus le directeur de l'équipe en tête. C'est Sylvain Soriano depuis quelques années déjà. Donc, mais je reste effectivement professeur des universités. Ce dont je vais vous parler est peut-être un peu anachronique par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, mais j'ai intitulé ce que je vais vous dire, j'ai changé de titre d'ailleurs, c'est « Que faire avec les mots ?» en fin de compte, et on peut comprendre que tout le monde a des difficultés avec les mots, et c'est normal.
Après, donc, je vais parler d'un phénomène technique en préhistoire, qui est celui sur le Levallois. Mais en fin de compte, c'est une très courte réflexion épistémologique à partir et autour du Levallois. C'est-à-dire, je prends le Levallois comme prétexte pour faire un peu une réflexion d'ordre épistémologique très courte. Donc, il y a des mots en préhistoire qui ont une résonance particulière. L'un d'entre eux, et pas des moindres, est le mot Levallois. Ce mot n'a jamais cessé d'exercer une fascination qui va bien au-delà des artefacts eux-mêmes, faisant pour ainsi dire signe et sens. Tout artefact fait partie d'une famille d'objets épistémologiques dépendant du ou des sujets qui les produisent ou le produisent. C'est ainsi que, de longue date, l'artefact levallois a été strictement associé à Néandertal et à une certaine habilité cognitive au regard avec celle de notre espèce, qui d'ailleurs ne semble exister qu'aux dépens d'une autre. Et même si nous savons depuis la fin du XXe siècle qu'il n'en est rien, cette association est incrustée si profondément que, telle une hydre, elle disparaît et réapparaît constamment. L'artefact levallois, comme d'autres, aurait ainsi aussi la particularité d'exister en l'absence du sujet, du fabricant. L'objet ne s'arrête plus à ses qualités sensibles, sa perception est une intellection. Par-delà l'ensemble de ses caractères et de ses variabilités, il est devenu une unité pensable. Le Levallois, perçu tel quel, il est pour nous et non pas tel qu'il est en soi. Il n'est qu'à voir l'engouement médiatique lorsque l'on pense avoir trouvé les plus anciennes traces du Levallois dans telle ou telle région du monde. Mais en réalité, l'engouement médiatique pour un simple artefact n'est pas lié à sa beauté ni à son esthétisme, pourtant si singulière et reconnaissable parmi tant d'autres. Car il est le Graal, celui qui porte en lui le contenu de l'explication d'un entre-deux cognitif, construction manichéenne entre trois phénomènes, le biface pour le passé, la lame pour le futur et le Levallois pour le milieu. En conséquence de quoi, il est souvent vu comme un médiateur médian, rythmant ainsi, presque mécaniquement, l'ascendance de l'hominisation. Nous allons essayer de montrer que l'on peut repenser ce phénomène levallois, comme tant d'autres par ailleurs, à partir effectivement d'une réflexion épistémologique. Avant d'entrer dans le détail, nous posons comme préalable la nécessité d'une réflexion donc épistémologique historique, et c'est ça qui est important, pour comprendre comment se sont construites les connaissances et de quoi l'histoire du Levallois est-elle l'histoire. Il faut se défaire des illusions spéculatives que le discours sur la préhistoire a créées, car elles sous-tendent la détention a priori du sens global du devenir, situation délicate où le sens d'un devenir n'est plus garanti. Nous devons penser la préhistoire comme une science où l'humain est notre unique questionnement, mais non pas issu d'un savoir cumulatif qui n'est en rien explicatif. La croyance en ce savoir cumulatif nourrit l'illusion d'atteindre la vérité au sens naïf, de reproduire la réalité du passé. Nous allons aborder maintenant le problème de la mémoire du sujet et d'un objet. Il est une réalité cruciale que l'artefact levallois partage avec tant d'autres objets de la préhistoire, ce que nous pourrions appeler les effets du temps. En effet, la mémoire du sujet qui l'a produit a disparu à jamais. Plus personne ne fabrique d'artefacts levallois en soi et en contexte archéologique comme en contexte de laboratoire. Tout ce que l'on peut faire et raconter sur l'objet se passe hors du technocosme et de la technosphère. Bien que l'artefact soit une archive, lieu de stockage d'informations dont il porte la trace, rien de la mémoire du sujet qui l'a produit ne nous parvient. Seul un indice productionnel nous apparaît, sans intention, sans motivation ni raison, voire sans appréciation, contentement ou même affect. Heureusement, la matière dont est fait l'artefact possède des traces de mémoire, mémoire des actions et des intentions technofonctionnelles qui l'ont matérialisé dans une matière à mémoire, ou devrait-on dire matrice minérale à mémoriser un message technicien. Nous donnons à cette mémoire ou à cette forme d'imprégnation minérale le qualitatif d'épiphylogénétique.
qui renvoie à un registre de connaissances et de savoir-faire qui lui ont donné sa matérialité, sa vie technique, mais aussi à des connaissances d'une époque, d'un groupe, avec ses styles et ses modes du moment. Autant de marqueurs de lieux transmis de génération en génération selon des règles précises qui font que la réponse à différents besoins ne pouvait passer que par ce genre d'artefacts. Seul le respect de contraintes conçues et vécues comme des normes structurantes permet la réalisation d'un acte. Si la mémoire est la trace des possibles, c'est dans le cas présent la trace d'un passé porté par la matière qui nous révèle l'existence d'une mémoire qui a laissé des traces. Mais cette mémoire ne nous a pas été transmise, puisque l'artefact a été réalisé hors de notre temps, c'est-à-dire hors du réel, observant et analysant une réalité à jamais passée. Nous nous retrouvons devant la difficulté de nous dire que si l'artefact porte en lui des stigmates techniques, et si ces stigmates sont les traces de l'application de connaissances et de savoir-faire transmis grâce à la mémoire, dans le cas qui nous préoccupe, cette mémoire n'est plus une trace, puisqu'elle a été effacée par le temps. Et pourtant, l'artefact a perduré à travers le temps et se retrouve à présent réobservé dans un présent qui n'est plus le sien, mais qui le projette dans le champ spatio-temporel d'une analyse. Nous sommes confrontés à un problème d'ordre gnoséologique. Il ne suffit pas de dire que l'artefact porte en lui une mémoire épiphylogénétique, car il s'agit d'une vérité, et si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. En effet, la transmission de la mémoire a été interrompue, faute au temps, à l'oubli, aux possibilités restreintes de la retrouver. Il s'agit de la même situation vis-à-vis d'une écriture antique dont nous possédons la trace mais plus le sens. D'où la question du « de quoi » que nous reformulons différemment. De quoi l'histoire d'une trace sans mémoire est-elle l'histoire? Mais avons-nous un jour posé cette question du « de quoi » En réalité, ne nous contentons-nous pas de répondre aux questions plus simples qui, quoi, comment. L'archive archéologique n'est plus qu'un lieu, une réalité où le je du sujet a disparu, s'est dissous. Il est devenu il, lui, l'autre. En d'autres termes, le je a changé de porteur suite à une altération spatio-temporelle où s'est mis en place un double je, ou un double jeu du je, pourrait-on dire. Le je du protagoniste est devenu le je de l'observateur, le moi-je de l'observateur face à l'observé, ou pour leur dire autrement, face à ce qui est regardé et qui nous regarde. Autrement dit, l'artefact levallois en soi est du protagoniste, de celui qui l'a réalisé, est devenu un noumen. Puis il s'est transformé en phénomène tel qu'il nous apparaît à nous, savants. S'il reste un objet archéologique, à valeur épistémologique, le sujet se trouve effacé, changé au cours du temps. L'artefact devient alors le produit d'une construction intellectuelle œuvrant à une nouvelle épistémée soumise aux aléas du temps, des hommes et de l'espace, d'où la question de savoir comment nous pouvons trouver dans deux épistémées à la fois, celle de l'homme, de la préhistoire, et celle du préhistorien, ou dans une troisième, celle d'une médiance, d'un entre-deux possible entre spatialité et temporalité. Le levallois du préhistorien, comme tant d'autres objets, est devenu le réceptacle d'un certain nombre de valeurs indéfinissables, inconsciemment insuffisantes pour continuer à faire l'actualité en retrouvant une réalité qui n'est plus. Le levallois est devenu à la fois objet d'un mythe et objet à valeur symbolique, relevant d'une quête de la part de certains préhistoriens. Nous sommes l'un d'entre eux, mais tout le long de notre carrière, nous avons eu conscience que le levallois dont on parle ne sera jamais celui de l'homme de la préhistoire. Au mieux, un reflet en négatif de son comportement, comme une sorte d'empreinte. De traces, nous avons fait du levallois une empreinte. Du fait de notre perception, on risque de subjectiver
je suis un peu fatigué, de subjectiver le Levallois avec plus ou moins de contrôle dès qu'on pose le regard dessus, avant même de le manipuler. Le risque interprétatif ne cesse d'être présent par la conjugaison objectale forcée au présent par un trop plein d'empathie, de sensibilité ou même d'affect. Deux questions vont alors se poser. Savoir ou ne pas savoir si c'est du Levallois et savoir ce qu'est le Levallois. Première question, savoir ou ne pas savoir si c'est du Levallois. Cette question peut être considérée comme relevant d'un ordre à caractère existentiel, rendu présentiel par le geste archéologique, car savoir renvoie immédiatement au pourquoi de sa présence en temps et en lieu. Cette notion de présence renvoie elle-même à plusieurs questions, comme par exemple celle de son apparition dans l'histoire des techniques. Dans notre cas, la question de la présence est plus difficile à aborder par une démarche scientifique argumentée que celle de l'absence dans laquelle le préhistorien trouve parfois refuge dans son raisonnement. Autrement dit, le Levallois serait un épisode indissociable de l'évolution des techniques et plus largement de l'histoire de l'homme, d'un palier cognitif inscrit dans ce que l'on nomme plus largement l'hominisation, voire un simple phénomène technique, réceptacle de contraintes fonctionnelles innovantes, accompagnant un moment dans un lieu donné. Évidemment, l'attrait du Levallois est de près ou de loin lié à la dimension biologique, anthropologique et cognitive qui lui est assignée de façon inconsciente suite à une perception linéaire de l'évolution humaine. En fait, sa traduction matérielle pourrait être vue comme une complexification des modes de production, des outils allant toujours vers une meilleure adéquation entre la matière d'œuvre et l'efficacité de l'outil. Cette adéquation, on lui donne un nom, elle porte le nom de progrès. Cette façon de voir le Levallois est conçue alors comme un modèle général à caractère exponentiel, proposant une vision universelle du devenir humain et de facto de l'humain dans l'approche de son psychique et de sa technique. Cela explique pourquoi on cherche absolument à trouver du Levallois aux quatre coins du globe, car on pense qu'il a une valeur cognitive évolutionniste, qu'il est une étape quasi obligatoire entre humanité au fil du temps. Cette quête équivaut à prophétiser le devenir pour expliquer le présent, un présent parmi d'autres, parfois banal, parfois exceptionnel. Nous pourrions alors poser la question de la façon suivante. Mais de quoi l'histoire de cette quête est-elle l'histoire? Seconde question, savoir ce qu'est le Levallois. Cette question, c'est évidemment une autre question, mais qui couvre un autre champ et certainement une autre construction ou un autre dispositif, si on reprend les mots de Foucault. C'est une question qui nous pose à déterminer la nature intrinsèque de cet objet si particulier, si reconnaissable et si énigmatique à la fois. Plus on l'approche, plus on semble connaître, le comprendre, et plus il s'échappe, il fuit, nous échappe au point de nous pousser à éviter de lui donner une définition enfermante et à l'ériger au rang de concept. Au sens ontologique, qu'est-ce qui fait qu'il est ainsi? Quelle est son identité? Qu'est-ce qui appartient à ses définitions? Ou quels sont les critères techniques qui se dévoilent à notre perception pour être retenus, analysés, inférés selon nos propres moteurs logiques? Qu'est-ce que sa structure porte en elle de si caractéristique et de si énigmatique à la fois? Que signifie-t-il dans le cadre des transformations techniques au cours du temps? Le Levallois est-il un accident de l'évolution pour être lui-même? Ou bien une option parmi d'autres, une pause intelligente, sinon un passage obligé, accentuant une phase cruciale de la technique dans le long processus de l'hominisation? Est-il donné à tout le monde de faire du Levallois, sachant que tout le monde n'est pas tout le monde à la surface de la Terre, car l'homme est soumis à la mémoire, à l'attente et à l'oubli, au rythme des migrations et des déplacements, et que chaque lieu entraîne des adaptations, des comportements toujours différents, au point qu'une histoire de l'homme et de la technique, à chaque fois, se renouvelle. Plus compliqué, comment l'idée vient à l'esprit? Le Levallois serait-il une métaphore avant d'être un objet factuel, concret, en dur?
Émettre ces questions et pouvoir y répondre nécessite du temps. Un temps fait d'étapes de connaissance et de dépassement de passé. Tout en sachant que chacun de ces passés dépassés fut en son temps lui-même le dépassement d'un passé. Comprendre ce que furent ces dépassements en leur temps est aussi important qu'exposer les raisons de leur dépassement actuel. Mais changer de passé, c'est aussi changer de langage, forcer le processus irrémédiable d'effacement en le transgressant. C'est souvent l'un des reproches que l'on entend dans les analyses technologiques, ouvrant à une intersubjectivité entre le sujet et son objet. Or, la proposition de nouveaux mots est inhérente à la possibilité de dépassement. Les mots d'autrefois, nécessaires à leur époque, sont souvent devenus des freins au changement et ils portent en eux la limitation de la portée de la lecture du phénomène autant que celle de l'analyste. Le Levallois en est une parfaite illustration. Bien que le terme de technique Levallois soit historiquement daté et totalement incorrect, il persiste dans de très nombreux articles, témoignant en cela du refus d'un dépassement du savoir. Il est aussi surprenant de voir utiliser le mot méthode au singulier et non au pluriel, car il est articulé autour d'un concept fédérant une catégorie d'objets ayant des traits communs, interagissant les uns avec les autres au cours d'une chaîne opératoire. L'histoire des sciences et les modalités de construction du discours scientifique nous montrent que le passage du Levallois au rang de concept n'a toujours pas été compris, ce qui explique d'une certaine manière les nombreuses incohérences que l'on continue à lire à ce sujet. Certains cherchent encore à lui donner une définition, mais en vain, car le Levallois est une idée, un concept qui donne tort aux préhistoriens, tout en donnant raison au seul préhistorique. Comme nous l'avons dit précédemment, la compréhension du Levallois en soi sera toujours entachée du voile de l'apparence. Mais cela ne nous empêche pas d'en faire un objet de connaissance, d'autant plus qu'il se donne à voir. Mais ce voir, si indéfinissable, doit être transformé en un voir qui cherche à définir le quoi voir. Il nous faut pour cela revenir brièvement sur le problème de l'illémorphisme, car celui-ci bloque toute évolution dans les procédés d'analyse de la matérialité des choses. Le devenir de toute chose est le résultat d'un processus de transformation, d'individuation. L'illémorphisme, en renvoyant la constitution de toute chose à une matière, l'ilé, et à une forme, morphée, veut rendre compte du comment de cette individuation. Aristote et l'école scolastique, qui furent à l'origine de cette conception, stipulent que l'individuation a son principe dans la forme, que la matière n'intervient pas, car elle n'est pas déterminante. La forme est donc le principe d'unité de toute chose et ce qui donne un sens à la matière. Gilbert Simondon, dans la seconde moitié du XXe siècle, en reprenant la notion d'individuation, reprend la notion d'illémorphisme, préconisant cette fois-ci que c'est la matière qui est déterminée et l'idée prédonnée. Ce faisant, la forme n'est plus seulement déterminante, c'est en tant que force que matière et forme sont mises en présence. Ce dualisme entre forme et matière fait résonance en préhistoire. En effet, du fait même de notre sujet, de notre objet d'étude, comme nous l'avons déjà illustré, nous utilisons de façon quasi exclusive la forme comme élément discriminant et déterminant. Discriminant car cette mémoire n'étant plus portée par personne, nous utilisons seulement la vue comme moyen de perception pour donner une réalité à l'objet. La forme devient le principe d'unité de l'objet comme une réalité immuable. Un objet est ce qu'il est par sa forme et rien d'autre. Les formes variant, la géométrie de la forme permet alors de mettre en évidence des différences, donc de les catégoriser. Déterminant, lorsque nous essayons de comprendre le passage d'un outil, une forme, à un autre outil, une autre forme, comme c'est le cas pour la tentative d'explication du passage du chopper au biface, nous mettons en scène une succession de formes comme une chaîne dont chaque maillon est une forme en devenir progressiste pour aboutir au biface. L'individuation du biface n'est plus autre chose que le résultat d'un déterminisme porté par un paradigme évolutionniste ou un désir de changement en lieu et en temps.
Comme au temps d'Aristote, la forme est redevenue un principe déterminant et spécifiant, mais parfois figeant. Or, si travailler consiste à donner une forme à une matière pour qu'elle puisse réaliser un objectif, produire un outil consiste à respecter ou à sublimer les contraintes de la matière, tout en recherchant la mise en place de caractères techniques fonctionnels, dont la forme est l'un d'entre eux. La rupture entre un nucléus Levallois et un nucléus à lame n'est pas un changement de forme, mais de structure. Après tout, ces nucléus ont tous les deux un potentiel de production de lame. Pourquoi fait-on une différence entre les deux? Selon la nécessité d'interaction entre les caractères techniques recherchés, certains nucléus peuvent être considérés comme des systèmes fermés et en conséquence reconnaissables. En effet, plus le niveau d'intégration des éléments entre eux sera fort et plus la forme sera stabilisée et donc reconnaissable à nos yeux. Mais qu'en est-il lorsque l'intégration structurelle ne porte que sur un minimum de caractères ne prenant en compte l'ensemble du volume à débiter? Nous observons alors une diversité de formes que nous transcrivons par l'utilisation de mots vagues, imprécis, valises faussement explicatives comme para, proto-levallois, qui signifient presque levallois mais pas tout à fait. Le préfixe para va évoluer en proto d'ailleurs, donnant ainsi l'idée d'une élaboration en cours, d'un état antérieur, d'une évolution vers, ce qui n'a pas de sens en y réfléchissant bien. Cette reconnaissance par la forme touche évidemment les produits aussi, qui sont issus de ce débitage. Nous ne ferons que citer que l'article de Lorraine Copland en 1983, Levallois / non Levallois, problème et question. Donc c'était déjà à l'époque un questionnement et qui en fin de compte n'avait pas trouvé de solution. Et ce questionnement illustre en fin de compte illustre la parfaite impasse épistémologique dans laquelle nous nous trouvions, et je peux dire que nous nous trouvons encore. Le sens commun considère l'artefact levallois comme le produit d'un nucléus levallois, et aussi que la silhouette sur le nucléus est celle de l'enlèvement. Ce seraient deux faces d'une même réalité, en miroir, intersubjectives, qui, lorsqu'elles ne sont plus en correspondance, renvoient à une contradiction que la définition bordienne du levallois ne peut expliquer. Notre propre définition, du fait de la notion de récurrence, y répond partiellement, au point d'y révéler encore un champ d'investigation heuristique à venir et à explorer. En posant la question de quoi ces définitions sont-elles représentatives, nous nous interrogeons sur la portée de ces définitions. Les deux sont le fait de copistes en réalité. L'une cherche à reproduire un enlèvement dont la silhouette est similaire au négatif présent sur le nucléus. On pourrait parler de François Borde. L'autre atteste d'une multiplicité de produits dont les négatifs laissés sur le nucléus sont partiels, voire ont disparu, ne permettant plus de déterminer précisément leurs caractéristiques techniques. Ce copiste serait Éric Boéda. Cette multiplicité est par nature en réalité structurelle. Toutes ces définitions, bien que d'essence différente, partent du nucléus. Et une copie, même la meilleure, d'une seule partie du système ne peut expliquer le système dans sa totalité et encore moins dans son fonctionnement. Et je finirai par ceci. Et si, pour une fois, nous parlions de l'analyse des artefacts levallois et non plus des nucléus, est-ce que nous arriverions à la même compréhension du phénomène levallois? Autrement dit, si un nucléus levallois produit évidemment des éclats et autres artefacts levallois, est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire, un éclat dit levallois provient-il nécessairement d'un nucléus levallois? Cette interrogation renvoie au problème du levallois en soi, soulevé par les faits archéologiques, comme le soulignait Liliane Copland. A-t-on besoin d'un nucléus levallois tel que les définitions le proposent pour obtenir un éclat levallois? La réponse factuelle est non. De fait, si l'on identifie un enlèvement comme levallois par simple analogie technique sans que nous puissions attester avec certitude que sa production est issue d'un nucléus levallois, alors l'enlèvement levallois traduit bien une essence particulière. Autrement dit,
il devrait y avoir une définition de l'artefact Levallois, comme il y a une définition du nucléus Levallois. À part égale, l'un découlant de l'autre et réciproquement. Cela a pour conséquence de trouver l'essence du produit Levallois, ou du moins de pouvoir clairement poser la question, et par réciprocité, de revisiter la définition du nucléus Levallois, puisque si ce dernier n'est pas l'unique producteur d'artefacts Levallois, c'est qu'il est lui-même porteur d'une spécificité technique encore non abordée. Et nous allons définitivement finir sur un passage très court. Je vais reprendre une phrase de Bachelard qui nous dit que les révélations du passé sont toujours récurrentes. Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. C'est dans la formation de l'esprit scientifique. Cette phrase résume à elle seule notre quête sur le Levallois et de bien d'autres artefacts, ou plus exactement, si je reviens au Levallois, sur le phénomène Levallois. Le Levallois n'est qu'un phénomène dont chacun d'entre nous, les préhistoriens, se prévaut d'une expérience, voire d'une étude. Il est phénomène car il nous fait apparaître quelque chose, mais il n'est pas lui-même une chose. Il nous semble que c'est la fonction cognitive que nous projetons sur lui qui génère ce qui constitue ce phénomène. Et ainsi, il devient l'étant. Il faut donc une logique dans le raisonnement et faire d'abord disparaître les zones d'ombre avant de revenir à ce que l'humain fait de la technique. Il faut en réalité savoir de quoi l'on parle. L'objet ne peut se réduire à ses qualités perçues. La perception en devenant intellection amène à ce dépassement. Et nous finirons sur une phrase d'Heidegger, le connaître serait aller à son existence et à sa présence au monde en y existant. Je vous remercie de votre attention. Il faut peut-être arrêter le partage d'écran. Merci Eric. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement réflexive. On fera la discussion en fin de session. Je vais passer la parole maintenant à Jean-Marc Pétillon, chargé de recherche au CNRS rattaché à l'UMR 5608 Traces de l'Université de Toulouse. Le titre de l'intervention de Jean-Marc, s'il n'a pas changé, c'est « Y a-t-il une préhistoire des techniques ?» Point d'interrogation, le cas de l'industrie osseuse paléolithique. À toi. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend et tout le monde voit mes diapos. On va dire que oui. Oui, oui. Merci beaucoup déjà de l'invitation à participer à cette journée. Alors, moi, je suis spécialiste de l'étude des équipements en matière osseuse au Paléolithique. Et je voulais vous présenter aujourd'hui quelques idées sur ce que cette spécialité ou, disons, ce domaine d'étude peut apporter à la réflexion qui nous occupe aujourd'hui. Alors, sous l'expression matière osseuse, on regroupe l'os au sens strict, le bois de cervidé et l'ivoire. Ces matériaux issus du monde animal sont à la fois durs et élastiques et peuvent être façonnés en une variété de formats. Ce façonnage nécessite lui-même un ensemble de techniques qui se mettent en place en Europe à partir du début du Paléolithique récent, soit à partir de 45-40 000 avant le présent. Il s'agit en particulier de techniques que Marianne Christensen regroupait dans la famille des techniques de coupe, rainurage, entaillage, sciage, raclage. Je vous donne quelques exemples ici. L'os était bien sûr utilisé bien avant, à partir du Paléolithique moyen, voire ancien, mais il était alors sous une forme quasiment brute, et c'est seulement à partir du Paléo récent que les matières osseuses sont pleinement intégrées dans l'industrie en tant que matière d'œuvre. Et donc dans la suite de cette présentation, c'est essentiellement du Paléo récent que je parlerai. Alors, par cette capacité à être mise en forme, les matières osseuses deviennent, au Paléo récent, un support privilégié de l'inventivité plastique des groupes préhistoriques, c'est-à-dire l'invention de nouvelles formes. C'est par exemple l'invention de la perforation, intégrée sur des objets divers, soit comme système d'emmanchement ou de fixation, soit pour passer un lien ou un fil, voire comme partie active dans le cas des bâtons percés. C'est aussi l'invention plus tardive du crochet, comme dispositif d'appui dans le cas des crochets de propulseurs, ou comme dispositif de rétention
pour les pointes barbelées. Cela s'accompagne aussi d'une diversité morphologique dans les parties actives des outils, parties qui peuvent être pointues, mousses, biseautées, spatulées, comme dans ces quelques exemples, et qui représentent ainsi autant de modes d'action sur la matière. Et cela se manifeste enfin par une diversité des formes d'emmanchement, particulièrement sensible dans l'équipement de chasse. Sur les pointes de projectiles osseuses, tout au long du Paléo récent, on voit alterner ou coexister une diversité de solutions techniques à la question « Comment fixer une pointe à l'extrémité d'une hampe ?» J'avais proposé de regrouper ces solutions en 3 familles, mâles, mixtes et par contact. Vous avez ici l'exemple des 4 cas les plus courants pendant la période magdalénienne. Les 2 premiers sont mâles, la pointe s'insère dans un dispositif en creux à l'extrémité de la hampe. Le 3e est mixte, la pointe et la hampe sont vraiment emboîtés l'un dans l'autre. Et le dernier est par contact. Par parenthèse d'ailleurs, sur cette diapositive comme sur les 2 précédentes, vous aurez remarqué que cette importance des questions plastiques est également sensible dans le vocabulaire de la typologie osseuse tel qu'il est employé aujourd'hui. Beaucoup de noms donnés au type d'outils sont en fait des noms descriptifs où l'objet est nommé d'après ses attributs morphologiques les plus saillants, outils biseautés, pointe barbelée, ou des choses comme ça. Par comparaison, dans l'industrie lithique, on va trouver à la fois plus d'appellations éponymes, comme pointe de Mallory, lamelle du four ou autres, ou bien des noms qui suggèrent un fonctionnement, comme burin, grattoir, etc. La typologie osseuse prend plus souvent, me semble-t-il, l'aspect d'un répertoire d'attributs morphologiques. Bon, je ferme cette parenthèse et je complète donc ce tour d'horizon sur les emmanchements en soulignant que cette tendance à l'inventivité morphologique dans le domaine de l'emmanchement, des armes de chasse, connaîtra son apogée vers la fin de la période, au Magdalénien moyen et récent, avec des armatures composites, modulaires pourrait-on dire. Vous avez des pointes bivalves, constituées de 2 baguettes à section demi-ronde qui sont accolées par leur face plane, c'est ce que vous avez ici à gauche, ou des armatures composites constituées de plusieurs éléments emboîtés, pointe et préampe, c'est ce que vous avez au centre. Je voudrais maintenant insister sur un aspect de ces industries osseuses qui découle de ce qui précède et qui peut nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Il s'agit du caractère reconnaissable des objets finis. Ils sont reconnaissables dans 2 sens du terme. Ils le sont tout d'abord au sein de la chaîne technique. Je veux dire par là que dans la majorité des cas, avec un œil un peu exercé, il n'est pas très difficile de distinguer les objets finis des éléments qui relèvent des autres étapes de la chaîne opératoire, les déchets, les supports, etc. Vous en avez 2 illustrations ici. En d'autres termes, dans un ensemble d'éléments osseux travaillés datant du Paléolithique récent, il est généralement pas très complexe d'isoler ceux qui représentent les objectifs techniques des processus de production, ceux qui correspondent à l'intention de l'artisan. Tous mes collègues spécialistes d'industrie osseuse ne seraient sans doute pas d'accord avec cette idée, mais bon, c'est ma position, en tout cas pour les ensembles du Paléo récent. Et quand cette distinction, cette individualisation des objets finis est difficile, c'est le plus souvent pour des raisons contingentes qui sont dues à la mauvaise conservation des pièces, la fragmentation, le mauvais état des surfaces, des choses comme ça, plus qu'à leur caractère technique intrinsèque. Ces objets sont également reconnaissables dans le sens où, dans beaucoup de cas, ils ont des analogies évidentes avec des types d'outils connus par l'ethnographie, par l'histoire, voire par l'expérience commune dans notre société. Vous en avez 3 exemples ici, à nouveau tirés du Magdalénien. Ces pointes barbelées qui évoquent irrésistiblement les têtes de harpon, les aiguilles à chat qui renvoient aux travaux de confection, et ces crochets de propulseurs pour lesquels, dès les années 1860, donc dès la découverte des premières pièces paléolithiques, le parallèle est fait avec les armes employées entre autres par les aborigènes d'Australie. En fait, une part non négligeable de ces objets ont un aspect familier. C'est un peu l'inverse de das Unheimliche. Il y a dans cette industrie osseuse une dimension Heimlich. Voilà, on fouille un site qui date de 15 000 ans et puis on tombe sur un objet qui a un air familier. Dans la suite de la présentation, je voudrais montrer que cette familiarité, c'est à la fois un risque pour l'interprétation et ce qui en fait la fécondité dans le domaine de l'histoire des techniques. Et donc c'est là, à la fin, que je me raccrocherai directement au sujet qui nous occupe. Pour illustrer mon propos, je prendrai un problème particulier que je vais développer un peu longuement, celui des pointes barbelées. Cet objet, donc, apparaît en Europe de l'Ouest il y a environ 16 000 ans, au début du Magdalénien récent, il en est même le marqueur chronologique. Il représente une des principales innovations dans le domaine de l'armement au cours du Paléo récent.
Et il est donc important d'en comprendre la genèse, la portée et les implications. Ces pointes barbelées, elles ont très vite été interprétées comme des têtes de harpon, notamment sur la base d'analogies ethnographiques avec le monde arctique. Dans la typologie traditionnelle, l'objet lui-même était désigné comme le harpon magdalénien. Et en tant que tel, ces objets ont été reliés à l'exploitation des ressources aquatiques, en premier lieu à la pêche. La généralisation de ce type d'objet au Magdalénien récent a donc été vue comme signalant un développement des activités de pêche, ou en tout cas de l'exploitation des milieux aquatiques. Je simplifie bien sûr, mais bon, c'était quand même ça l'idée centrale. Et cela a bien sûr des implications pour notre compréhension du mode de vie de ces populations et de l'évolution de celui-ci. Mais en fait, lorsqu'on examine systématiquement un échantillon plus large de données ethnographiques, ici, s'il s'agit d'une vingtaine de groupes du nord de l'Amérique du Nord, dans le cadre d'un travail que j'avais fait il y a une quinzaine d'années, on voit que ce type d'emmanchement à protubérance latérale que vous avez sur la pièce à gauche, qui est l'emmanchement qui est de loin le plus courant sur les pièces magdaléniennes, il se trouve certes sur certains harpons, mais il peut aussi se retrouver sur des pointes fixes non détachables, comme les autres exemples que vous avez sur cette diapo. Ici, il ne s'agit donc pas de harpons, mais de simples projectiles barbelés, dont les usages sont très variés. C'est des projectiles qui peuvent servir pour la chasse terrestre, pour la guerre, ça peut servir à plein de choses. Donc, en première analyse, la généralisation de ce type d'armature au Magdalénien récent ne signale donc pas nécessairement l'invention du harpon et n'est donc pas nécessairement un indicateur du développement de la pêche, mais peut renvoyer à d'autres activités. De ce point de vue, les premières têtes de harpon indiscutables sont plus tardives. Il s'agit des pièces de l'Asilien, dont François vous parlait ce matin, datées à partir de 14 000 avant le présent environ, donc à la suite du Magdalénien. Ici, le fait qu'il y ait une perforation, comme vous pouvez le voir, et en particulier le fait que cette perforation soit souvent, non pas sur la base, mais au niveau des premières barbelures, ça signale qu'on a affaire à un système de fixation d'un lien qui renvoie nécessairement à une tête détachable, donc à un vrai harpon. Alors, ces harpons asiliens sont-ils liés à l'exploitation des ressources aquatiques? C'est probable, puisqu'effectivement, dans l'échantillon ethnographique dont je vous parlais juste avant, le lien entre les harpons et la capture des animaux aquatiques est très net. Cela dit, quand on élargit encore l'échantillon, en particulier à des groupes de milieux forestiers, on trouve quand même quelques contre-exemples. Il existe des cas ethnographiques de chasse aux animaux terrestres, depuis le petit gibier jusqu'à des cervidés ou des suidés, avec des flèches harpons. Donc, en toute rigueur, même l'identification formelle d'une pointe barbelée comme tête de harpon n'indique pas, avec une absolue certitude, son usage dans un contexte aquatique. On a donc ici un cas où l'examen des modalités d'usage d'instruments qui sont morphologiquement similaires aux pièces paléolithiques permet de déconstruire une fausse évidence. Le recours raisonné aux sources historiques et ethnographiques, ici essentiellement aux sources ethnographiques, permet donc de mieux appréhender le champ des possibles techniques. Alors ce champ des possibles, il faut ensuite le mettre à l'épreuve, le confronter à l'étude des pièces archéologiques qu'on cherche à interpréter. C'est ici qu'intervient classiquement l'approche tracéologique qui s'appuie sur la constitution de référentiels expérimentaux, donc sur l'archéologie expérimentale. Alors, dans le cas des pointes barbelées, cette démarche, elle en est encore vraiment à ses débuts, mais on peut citer deux études, d'ailleurs faites par la même équipe, c'est Nacho Clemente et ses collaborateurs. La première étude que vous avez à gauche sur la diapo, c'est une application à quelques pointes barbelées magdaléniennes d'un site cantabrique, avec la mise en évidence de fractures sur les barbelures. C'est les deux qui sont les deux photos du bas sur la diapo. Fractures qui seraient liées à l'extraction de la pointe, de la blessure, et qui pourraient indiquer, selon les mots des auteurs, la capture d'animaux avec une peau plus résistante que celle des poissons. La seconde étude, c'est une application à des pointes barbelées mésolithiques et néolithiques de Zamostier. Donc voilà, dans la suite de la discussion ce matin, c'est du néolithique russe, donc ce sont des chasseurs-cueilleurs, mais sédentaires et avec de la céramique. Ici, la signature tracéologique de l'extrémité distale de ces pointes barbelées pourrait indiquer des impacts répétés sur un sédiment lacustre du type de ce qui existe dans les environs du site. Donc ici, ça renverrait plutôt à de la pêche, effectivement.
Voilà, donc toutes ces études sont très préliminaires, mais c'est une piste à suivre. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout cela? À travers cet exemple, je voulais en fait vous montrer une chose. C'est le fait qu'il y a, dans ces industries osseuses du paléolithique récent, des objets techniques qui ne sont pas fossiles, dans le sens où ils ont des analogues dans l'univers technique de sociétés plus récentes, sociétés historiques, voire subactuelles. J'ai parlé d'une familiarité technique de ces objets. Cette familiarité, il faut bien sûr la dépouiller de son côté naïf. Il faut un usage systématisé des sources historiques et ethnographiques. Il faut une mise à l'épreuve via l'expérimentation et via l'analyse tracéologique. Il n'en reste pas moins que, à mon avis, l'intuition fondamentale est juste. Il est légitime de raccrocher ces objets à l'histoire longue d'une famille technique, famille dans laquelle on peut observer des tendances, des contraintes, des constantes et de la variabilité, etc. Et cette situation rend possible une histoire des techniques qui aborde avec les mêmes problématiques les sociétés pour lesquelles nous disposons de sources écrites ou orales et celles pour lesquelles nous n'en avons pas, en puisant dans une mémoire technique transculturelle qui est constituée ici par l'étude technique comparée. J'ai parlé ici des armatures barbelées qui, malgré leur variabilité, ont en commun d'être conçues pour rester fixées dans la blessure, pour s'opposer à leur extraction. Cette lignée technique est un bon exemple parce qu'elle apparaît en fait sans doute dès la fin du Gravétien. C'est la pièce que vous avez à gauche sur la diapo, mais sous une forme d'abord très simple, sans du pointe à une seule barbelure emmanchée obliquement. Elle prend ensuite, à partir du magdalénien récent, les formes que je vous ai montrées tout à l'heure, et en fait, elle ne quittera plus durablement le répertoire technique des sociétés européennes jusqu'à des époques très récentes. C'est un bon exemple, mais ce n'est pas le seul, et je terminerai là-dessus, en montrant que les mêmes réflexions peuvent s'appliquer à d'autres cas, et que ce que je vous ai présenté n'est pas juste une singularité. Je reprendrai pour ça un autre objet en matière osseuse que je vous ai montré tout à l'heure, sur lequel je vais passer un peu plus rapidement. Les crochets de propulseurs. En Europe de l'Ouest, à la fin du Paléolithique récent, ils sont attestés de façon incontestable sur environ 5 millénaires, du début du Magdalénien moyen jusqu'au Magdalénien récent. Et ils disparaissent ensuite du registre de l'industrie osseuse. Et puis, peu de temps après, grâce à des conditions de conservation exceptionnelles dans des sites de tourbières d'Europe du Nord, on trouve les premières flèches tirées à l'arc. Cette situation a conduit à penser qu'en Europe, à la fin du Paléo récent, le propulseur disparaît et est entièrement remplacé par l'arc. Ici encore, la genèse, la portée, les implications de ce changement ont été longuement débattues. On a parlé du lien que ce changement pouvait avoir avec les changements de l'environnement, changement des techniques de chasse, voire les changements des structures sociales, etc. Alors, je n'entrerai pas dans ce débat, je ne vous le résumerai même pas ici, ce serait trop long, mais je voulais seulement montrer que ce problème qui concerne l'archéologie de l'Europe pléistocène peut être éclairé, peut être remis en perspective par deux autres cas plus récents qui mobilisent les mêmes termes de discussion, mais dans des scénarios très différents. Et là, je tire ma documentation d'une synthèse faite par Christophe Darmangeat il y a quelques années, à laquelle j'avais participé, et je suis également redevable à des travaux faits avec Pierre Catelin. Le premier cas, c'est l'histoire du propulseur sur le continent américain. Sur ce continent aussi, le propulseur fait partie de l'équipement des groupes humains du Pléistocène et du début de l'Holocène. Mais là aussi, l'arc fait son apparition, a priori dans le nord du continent, à des dates estimées autour de 5000 BP, et l'arc se diffuse ensuite lentement vers le sud. Dans bien des cas, il remplace totalement le propulseur. Mais, et c'est la grande différence avec le scénario européen, cette diffusion de l'arc laisse subsister d'assez nombreux cas où le propulseur continue à être employé, soit exclusivement, soit en complément de l'arc, jusqu'à des époques très récentes, documentées par les sources historiques et ethnographiques. Le troisième scénario, c'est celui de l'Australie, où l'arc est inconnu et où le propulseur est donc exclusivement utilisé. Et cela alors même que les aborigènes de l'extrême nord du continent, près du détroit de Torres, sont en contact avec des populations mélanésiennes qui, elles, utilisent l'arc. Or, l'ethnographie du détroit de Torres montre que non seulement l'arc ne se diffuse pas vers l'Australie, mais que le mouvement est même inverse. Une partie des insulaires mélanésiens adoptent le propulseur australien et abandonnent l'arc en partie ou en totalité. La raison avancée par les utilisateurs étant que le propulseur est plus efficace, en tout cas dans les conditions où les armes de jet sont utilisées par ces sociétés. On a donc ici un nouveau cas où le scénario qui se déroule
dans l'Europe de la fin du Pléistocène, n'apparaît finalement que comme un cas particulier d'un problème plus général d'histoire des techniques, celui de l'évolution des modes de propulsion des projectiles. Un problème qui sera abordé ici avec les méthodes de l'archéologie préhistorique et là avec les méthodes de l'histoire ou de l'ethnographie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Marc pour ton intervention. On va passer la parole maintenant à Nicolas Mélard. Je vais te laisser te présenter parce que j'ai encore pas intégré ton changement d'affectation, Nicolas. Donc, okay. Anciennement conservateur du patrimoine, anciennement au C2RMF. Je vais te laisser dire maintenant où est-ce que tu te trouves et je te laisse la parole. Merci Catherine. Donc bonjour. Je suis content que cette journée ait lieu, même en virtuel. Donc je vous salue tout le monde. Donc je suis, c'est vrai, depuis un mois maintenant au musée d'histoire naturelle où je suis responsable des collections et des expositions. Donc je suis en train de prendre mes fonctions. Donc j'ai mis pour ça aussi cette petite diapo au début. J'ai pas changé le titre de ma communication. Je vais dans ma communication venir sur des artefacts un peu spécifiques qui sont l'art mobilier. Moi, j'aime bien parler d'artefacts. Souvent, il y a les artistes et puis les autres préhistoriens. Du coup, moi, j'aime pas du tout ce découpage. Du coup, je vais parler d'art mobilier qui, on a entendu aujourd'hui, effectivement, ce découpage histoire naturelle et histoire humaine. Et là, l'art mobilier est forcément avec ce chef-d'œuvre de l'art préhistorique, donc le mammouth de la Madeleine, vraiment au cœur du débat depuis le 19e siècle, hein, comment cette imbrication de l'art, de l'histoire naturelle et l'histoire humaine se faisait à l'origine de la naissance de notre discipline scientifique. Donc le mammouth de la Madeleine, un mammouth gravé sur l'ivoire de mammouth découvert en 1864. Alors, on pourrait faire toute une communication sur ce sujet. Alors, le titre de ma communication, je ne parle pas de la Madeleine, mais bien du Magdalénien, le Magdalénien de la Marche, et notamment sur les gravures du site de la Marche qui m'occupent maintenant depuis 1998, où Gerhard Kosinski m'a fait découvrir les ouvrages de Léon Pal. Et voilà, il me hante encore maintenant. Donc, petit hommage à notre auditorium Palissy au CDRMF où cette journée aurait dû avoir lieu, donc qui est vide, mais je crois que même le nombre d'inscrits dépasse triplement la capacité de l'auditorium habituel. Alors du coup, c'est peut-être tant mieux qu'on se voit sur Internet aujourd'hui pour écouter et débats. Donc, le site de la Marche se trouve dans le département de la Vienne, à Lussac-les-Châteaux. Il y a beaucoup de monde qui connaissent certainement ce site. Je le présente juste rapidement. Alors, c'est un abri sous roche qui se trouve dans la falaise d'un petit ruisseau qui est un confluent de la Vienne, ou un affluent de la Vienne plutôt. Aujourd'hui, cet abri est assez fermé, mais à l'époque paléolithique, il s'ouvrait avec une ouverture de 20 mètres à peu près, plein sud, à quelques mètres au-dessus du fond de la vallée. Alors c'était vraiment un abri, ça s'appelle une grotte parce que c'est vrai qu'elle est énorme. Techniquement, on pourrait dire que c'est un abri sous roche profond, en tout cas qui donnait des conditions idéales pour un site d'occupation important, ce qui est le cas. Alors, au niveau de l'histoire des recherches, ça a commencé dans les années 30 du XXe siècle avec les fouilles de Stéphane Devoff et Pierre Ricard qui ont fouillé une grande partie de l'intérieur de la grotte et qui ont fait de nombreuses découvertes, et notamment les gravures dans
sont sujets de mon intervention, puis des travaux de Léo Pradel. Et puis, notamment pour les gravures, des noms importants sont donc Léon Pal et Marie Tassin de Sainte-Péreuse qui ont consacré une vingtaine d'années de leur recherche au relevé et puis à l'analyse de ces pierres gravées. Ensuite, dans les années 90, il y a Jean Hervaux, à l'époque au service régional d'archéologie, qui a tamisé les débris de fouilles et qui a rajouté à l'inventaire important de plaquettes gravées de la Marche environ 1400 pierres gravées. Et non seulement cela, mais aussi de nombreux éléments de parure et puis de restes phoniques et aussi des matières collantes. Donc le site a pu être daté aussi par C14 grâce aux travaux de Jean Hervaux qui a mis en évidence la stratigraphie du site et sur laquelle ont pu être donc datés des niveaux magdaléniens. Toutes ces informations-là nous donnent aujourd'hui une image d'un site anciennement fouillé avec beaucoup de regrets sur l'absence de la répartition spatiale des pièces, mais d'un site certainement qui était caractérisé par des séjours répétés par des groupes assez grands et pour des assez longues durées aussi. Donc, on y trouve vraiment une grande variété d'activités qui sont forcément l'alimentation, la taille des pierres, la fabrication d'outillage en matière dure animale, mais aussi des productions d'ordre artistique. Donc, concentrons-nous là sur les pierres gravées. Alors, les pierres gravées de la Marche, souvent, des fois, ils ressemblent à ce que vous voyez à droite. Donc, on voit très bien des têtes humaines, des gravures assez nettement, alors ça pose pas de problème, mais plus souvent, vous voyez à gauche, c'est plutôt ça le problème qu'on rencontre quand on veut étudier les pierres de la Marche, les pierres gravées. Et donc, il s'agit souvent de fragments de plaquettes ou de pierres gravées. Les gravures sont extrêmement fines, elles sont superposées, et ce qui rend la lecture des représentations extrêmement compliquée. Donc voilà, alors si on veut lire ce qu'il y a sur les pierres et si on veut reconstituer leur histoire, on est donc obligé d'appliquer des recherches approfondies. On a déjà vu sur d'autres sujets aujourd'hui. Donc des spécificités de la Marche sont notamment le nombre de pierres gravées. Déjà, il y en a plus de 2000 qui sont conservées aujourd'hui dans 4 collections dans les musées de France. Les sujets sont assez spécifiques. Alors, je ne dis pas seulement à la Marche, il y a vraiment un complexe qu'on appelle des fois le magdalénien de Lussac-Angle. Alors, il y a aussi notamment les pointes de Saguet biseauté qui sont connues en fait pour cette région, donc qui délimitent un certain… voilà, j'ai peur d'employer des mots maintenant après tout ce qu'on a dit dans la journée, donc un certain territoire, un certain réseau de sites, donc dont le Roc en Sentier, des sites quand même très connus aussi. Et une autre spécificité, en tout cas de la Marche, c'est l'iconographie humaine, parce que effectivement, dans toutes ces centaines de figurations, ce sont les humains qui sont les plus nombreux. Voilà. Et le mode des représentations de ces gravures est également assez spécifique. C'est que on connaît, beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces portraits aux caricatures humains. Mais aussi, les animaux sont souvent représentés dans des positions très spécifiques. Donc, on a l'impression des fois que chaque animal est vraiment représenté dans un comportement bien détaillé. Nous allons voir un exemple. Donc, pour étudier ces gravures, ces pierres, je disais que je les considère comme des artefacts. Alors là, vous voyez cette fameuse pointe de Saguet de type Lussac-Angle. Alors, ces objets sont considérés comme des objets donc pensés, conçus, fabriqués et aussi utilisés par l'homme
et porteur effectivement de ces traces d'activité. C'est ce qui a été déjà évoqué par Jean-Marc et Eric également précédemment. Donc on est vraiment dans un porteur de traces de chaîne opératoire, comme ça qu'on doit considérer également les pierres gravées. Donc, nous avons un support, nous avons les gravures et nous avons d'autres traces qui sont importantes pour décoder, déchiffrer l'histoire de ces objets. Les outils que nous utilisons, c'est le relevé, ça va un peu de soi, mais je tiens à le mentionner parce que c'est vraiment pour travailler sur les pierres gravées. On est obligé de passer par là parce que sinon on ne peut strictement pas voir qu'est-ce qui est représenté. C'est tout ça le but, mais notamment le relevé a le rôle bien sûr de la lecture, la transmission des lectures à nos collègues, mais c'est aussi au cours de ce travail que nous allons nous poser des questions beaucoup plus spécifiques sur à la fois la représentation elle-même, donc l'espèce représentée, mais aussi son âge, ses comportements, et c'est là où on va rentrer dans un travail interdisciplinaire où, en tant que préhistorien, en tout cas, je suis dépassé par la complexité de la question, et puis je vais me tourner vers les biologistes et puis les gens qui sont spécialistes, par exemple, de comportement de certains animaux. On va s'intéresser bien sûr à la technique de la production, aux chaînes opératoires qui vont inclure la question autour des outils utilisés sur les supports. Donc, on va pour cela également pouvoir utiliser des techniques des nouvelles technologies. Par exemple, on a développé surtout au CDRMF une approche en imagerie 3D à échelle micronique qui nous permet de travailler par exemple sur des superpositions, la micromorphologie, la superposition de tracés, qui va permettre entre deux gravures par exemple de déterminer la succession des différentes gravures. Je vais vous présenter un exemple de comment une telle analyse peut donner lieu à une extraction d'idées et puis à une reconstitution de l'histoire d'un objet. Là, par exemple, c'est une des pierres gravées de la Marche, où a été découvert déjà par Léon Pal dans les années 70 une femme enceinte, une de ces fameuses femmes enceintes qui souvent sont acéphales, mais avec ce ventre bien caractéristique. Lors de notre étude nouvelle au début des années 2000, on a ajouté donc par l'imagerie scientifique la découverte d'une tête humaine qui est superposée à cette femme, qui a été gravée après celle-ci. Puis se sont rajoutés des traits parallèles, des motifs abstraits, et puis tout un nombre d'autres traces qui se relèvent certainement aussi d'un piétinement, d'une usure après l'abandon de la pièce en tant que support de gravure. Donc l'analyse livre des éléments donc, sur l'iconographie, mais aussi sur la technique de la gravure, sur l'ordre chronologique des tracés, et donc donne des éléments d'interprétation pour ces supports. Donc pour la Marche, je compte raconter donc 3 histoires, 3 anecdotes. Alors j'ai bien aimé le mot que Boris Valentin a utilisé ce matin, c'est de la nano-histoire. Alors c'est des nano-histoires que je vais raconter certainement sur les pierres de la Marche. C'est le début de l'histoire. La première histoire, je l'ai appelée, donc j'ai donné des noms bien venus au monde, une pièce du Musée de l'Homme qui a été étudiée par Léon Pal, par Jean Herroux, puis par moi dans ma thèse en 2004. Donc une pierre gravée assez bien visible. Là, je vous donne un relevé la majorité des gravures qui se décomposent donc dans le... c'est donc une superposition d'une femme enceinte avec un nouveau-né. Ça, c'était déjà intéressant d'avoir ce binôme qui est quand même très proche dans la thématique. Mais l'étude de cette chaîne opératoire a permis
donner la succession de ces tracés, parce que c'était quand même la question, c'était comment ces gravures ont atterri sur notre pierre gravée. Donc, il y a eu d'abord la femme enceinte qui a été gravée. Après, nous avons la gravure du nouveau-né, mais celle-ci se décompose en 2 phases. Alors, il faut dire que tous les traits de la tête du bébé ont été gravés à plusieurs reprises. Donc, par contre, si vous regardez bien la tête à gauche, elle est beaucoup plus allongée que la version à droite. Les 2 traits existent, les 2 traits ont été gravés de manière très insistante avec une répétition de tracé. Donc, ce n'est pas un pré-tracé qui a donné lieu à une correction plus tard, mais c'est bien 2 formes de tête qui ont été gravées successivement. Et dans cet ordre-là. Donc, d'abord la tête allongée et après la tête plus proportionnée comme un crâne d'un adulte. Donc, ça nous renvoie parfaitement à des variantes de phénomènes de plasticité chez le nouveau-né du crâne. Donc, ça, c'était quelque chose que j'ai pu voir dans des comparaisons avec des manuels de médecine. C'est parfaitement ce qui peut se passer lors d'une naissance avec une déformation de la tête qui se redresse normalement en 48 heures après la naissance. Donc là, on peut imaginer qu'on est vraiment dans la représentation de ce phénomène. Donc, la femme enceinte, le bébé avec 2 formes de tête différentes et puis donc, le nez sorti du corps de sa mère. Donc, nous avons une narration ici d'une naissance par superposition, ce qui est un peu étonnant parce que ça nous renvoie quand même à l'information qu'apparemment, ce n'est pas vraiment le motif final qui est important, mais le processus de sa réalisation, donc le récit de la naissance. Alors ça nous étonne peut-être pas trop que ces pierres ont été retrouvées souvent regravées ou piétinées dans le site parce que il semble que le rôle de ces pierres, l'importance c'est vraiment l'acte de la gravure et de la représentation. Alors on peut très bien imaginer une narration qui a accompagné l'acte de ces gravures. Notre seconde anecdote que j'ai appelée notre meilleur compagnon, c'est à la fois, c'est aussi une pierre gravée, là pour le coup, beaucoup plus difficilement lisible. Je vais surtout vous extraire la figuration principale qui est celle d'un canidé. Alors ça fait partie des pierres qui ont été trouvées dans les déblais de fouilles par Jean Herbeau. Donc, ce canidé a été représenté sur une petite pierre qui fait peut-être 5 cm de diamètre, avec par contre dans une représentation très détaillée, avec l'identification d'un comportement spécifique très clair. Alors là, j'ai travaillé sur ce thème grâce à la contribution de comportementalistes animaux. Alors, il y avait un spécialiste des loups et puis un dresseur de chiens en fait qui m'ont donné indépendamment de leur avis sur ce comportement. Donc on est en face d'une soumission active d'un canidé. Se pose la question où l'homme a pu observer ce comportement parce que c'est un comportement très intime. Alors mon collègue Kurt Kutterschall d'Autriche, il m'a dit que ce genre de comportement, ça lui paraît très bizarre de le voir dans la nature parce que c'est quelque chose qu'on observe plutôt dans la meute. Alors lui, il voit ça chez les loups qu'il connaît très bien, où il va vivre au sein de la meute et puis là, il voit des comportements comme ça qui sont plutôt ludiques, plutôt très dociles. Donc, voir ça de loin, ça lui posait, imaginer ça lui pose plutôt problème. On peut imaginer que ce canidé a été observé par l'homme au sein de son propre groupe. Et là, on rejoint bien sûr au Magdalénien la question sur la domestication, l'intégration des canidés dans les groupes humains qui est attestée aussi par des tombes lesquelles comportent déjà des canidés qui ont été enterrés avec les loups. Et même au niveau de la morphologie biologique des canidés qui sont où on a des traces, des indications de domestication. Donc,
Ici, on a les arguments que l'auteur de la gravure connaissait parfaitement l'animal et son comportement, et il a pu observer l'animal dans son groupe. Donc, on a cette petite histoire de la proximité de l'homme et du canidé qui est représentée par cette petite gravure de la marche. Troisième et dernière anecdote de la marche, c'est donc une indication de voyage. Alors ici, nous avons la gravure d'un animal que j'ai, avec mon ignorance, appelé d'abord une antilope saiga ratée. Donc je me suis très vite tourné par contre parce que je trouvais cet être quand même vraiment bizarre vers un spécialiste des mammifères marins au musée d'histoire naturelle Paris, qui m'a dit tout de suite, bah, ça c'est un éléphant de mer. Mais ce n'est pas n'importe quel éléphant de mer, c'est un éléphant de mer c'est un jeune mâle de 3, il l'a estimé à 3 à 6 ans, qui se trouve au repos. Par contre, mon analyse propre de la matière première, c'est que cet éléphant de mer a été gravé sur une pierre qui vient de à peine 20 km de la marche. Donc, par contre, l'éléphant de mer, il n'a certainement pas remonté les rivières, la Vienne incluse, pour arriver jusque dans le ruisseau du Puy-de-Dôme à Lussac-les-Châteaux. C'est que cet animal a été mis sur le littoral. Et ça rejoint aussi nos questions sur les territoires et les réseaux au Magdalénien, parce que je vous ai une carte d'Europe ici que je trouve importante à rappeler, à quel point la géographie de l'Europe a changé, à quel point des paysages entiers nous échappent aujourd'hui. En tout cas, les populations qui séjournaient à la marche ont été sur le littoral et ont vu des éléphants de mer et de manière répétée, et ils ont intégré tellement bien leur morphologie qu'ils ont pu graver sur une pierre en revenant à la marche une gravure d'éléphant de mer. Donc, je pense que ça, c'est un point très important à la fois sur l'artefact gravure d'éléphant de mer qui nous renvoie à l'histoire des populations sur leur déplacement annuel, mais aussi sur la modification du paysage par rapport au paléolithique, du paysage que nous connaissons aujourd'hui. Donc, pour terminer, donc sur les pierres gravées, nous allons trouver des narrations, des anecdotes, des fragments d'histoire, des fragments de l'histoire fragmentée, des fragments historiques, enfin, comme les mots sont à trouver peut-être. Mais en tout cas, ce sont des témoignages graphiques, toujours, comme je disais, ponctuels, mais qui nous renvoient à la relation de l'homme avec son environnement et qui sont parfaitement les transmissions d'expériences et d'histoires vécues. Donc, je pense que ce genre les gravures de la marche et plein d'autres graphismes du paléolithique nous montrent qu'on est bien dans une histoire, dans une vraie histoire humaine. Donc, je voulais profiter de cette occasion pour vous parler d'une exposition qui a lieu malheureusement fermée en ce moment, mais on espère qu'elle ouvrira au mois de décembre si la crise sanitaire le permet. Donc, une exposition sur les gravures de la marche à Lussac-les-Châteaux, qui s'appelle Figures de la préhistoire. Ouais, désolé, ils ont utilisé encore le mot préhistoire, c'est comme ça. Où vous pouvez découvrir donc des gravures issues des 4 collections qui conservent les gravures. En attendant la réouverture de cette exposition, il y a un catalogue qui a été édité que je vous invite à découvrir soit via le musée de la préhistoire, soit via les librairies, qui est vraiment un document que je trouve important parce qu'il regroupe, après plusieurs décennies, enfin des pierres qui ont été séparées il y a longtemps. Et je vous remercie de votre attention.
Merci Nicolas de nous parler du site qui te tient à cœur, de la marche. Tu enlèves ton partage d'écran, s'il te plaît. Voilà. C'est vrai que bon, les plaquettes gravées de la marche, c'est quand même comme on a quand même l'impression que les graveurs se sont dit on va se donner un visage pour les préhistoriens dans le futur, comme ça ils sauront à peu près qu'il y a des barbus, qu'il y a des gens chauves, etc. Et c'est plutôt un cas rare. C'est même ça qui est étonnant. Donc, on a fini là la session anecdote, histoire. Comment écrire l'histoire très ancienne à partir des sources, des faits, des archives, des sources, des vestiges matériels. On a eu des exemples de la recherche telle qu'elle se fait aujourd'hui sur des objets d'études très différents, avec des objectifs ambitieux, différents nettement de ceux de nos prédécesseurs qui étaient plus chronologiques. Là, on cherche plus quand même des modes de vie, des témoignages d'organisation sociale ou de l'importance sociale d'une certaine activité comme une exploration d'un réseau souterrain qui suppose l'anticipation de la préparation, etc. pour décorer une paroi de gravure, mais peut-être pas seulement. Distinguer certains acteurs au travers de pigments de nature différente, comme sur le grand plafond de Rouffignac. Décrypter les répartitions spatiales de certaines matières premières et surtout, alors j'ose plus dire moi non plus le mot territoire, surtout débusquer des organisations, des réseaux, des stratégies d'approvisionnement, peut-être de conquête, alors cette fois-ci peut-être bien de territoire par des groupes. Explorer, je ne sais pas, peut-être la biographie sur le temps long de certains objets en matière d'uranimal. Proposer une lecture fine, anecdotique, une nano-histoire, comme tu as repris, Nicolas, sur des plaquettes gravées avec une juxtaposition de motifs, etc. et des petites histoires à l'intérieur. Tout ça en étant conscient. Là, c'est Éric Bouéda qui, avec beaucoup de recul, a essayé de repointer certains mauvais réflexes, je vais dire ça, mauvais réflexes, des tendances à essentialiser certains témoins parce qu'ils sont bien reconnaissables, ils sont devenus emblématiques, ils sont devenus, oui, plus qu'emblématiques. Mais cette tendance-là nous entraîne souvent à des explications linéaires, des raccourcis, des simplifications. Et je mets ça en lien avec justement la réflexion qu'avait faite Jacques Jaubert, mais peut-être pas que lui, sur notre responsabilité sur le discours sur la préhistoire et sur le fait de mettre du doute. Mais mettre que du doute, ça va être très difficile parce que déjà les gens n'aiment pas. Alors Jacques parlait de ses étudiants, mais je peux vous dire que le public dans un musée, c'est encore plus, il aime encore moins. Et ceux qui aiment encore moins, c'est pas pour les stigmatiser, c'est les professeurs des écoles quand ils amènent leur classe et qu'ils ont appris un certain nombre de choses, forcément des choses fixées, donc déjà un petit peu obsolètes sur la préhistoire, et que nous, on arrive et on leur dit non, c'est pas, enfin, contrairement à ce que vous croyez. Et là, on touche du doigt exactement l'enseignement que les enfants ont eu. Donc, comment construire un discours sur la préhistoire avec nos petits bouts de narratif, sans faire trop de narratif, puisque chaque fois qu'on sera dans la narration sur la préhistoire, on risque d'aller vers la simplification, la bêtification, les raccourcis, etc. Voilà. S'il y a des gens qui veulent intervenir, peut-être les enseignants dont c'est le métier. Merci Jean-Michel. Oui,
Oui, je vais m'exprimer. Les trois exposés que nous venons d'entendre, je leur sens une inhabituelle position d'ouverture, inhabituelle en ce sens que, à la place d'un déterminisme dans l'analyse des objets, et notamment des objets techniques, je parlerai plutôt dans ce cas de l'intervention d'Éric Boëda et à propos des deux présentations sur ces objets techniques du paléolithique moyen et du paléolithique récent, celle de Pétillon notamment, j'y vois un enjambement du temps et un enjambement des méthodes entre l'archéologie et la préhistoire. Et c'est cela que je qualifierais d'assez inhabituel. On a entendu parler de vécu, d'interaction entre l'objet et l'observateur, le préhistorien. On a entendu parler des temps, de vécu, d'intersubjectivité entre l'objet et autre. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Jean-Marc Pétillon est allé jusqu'à parler de familiarité, à propos certes de lignées culturelles qui viennent jusque dans le présent. Et Éric, quant à lui, s'est vraiment interrogé sur ce qui contraint et détermine l'attitude du préhistorien, et notamment, bien entendu, sa propre vision des objets, qu'est-ce qu'il prend en compte, quel type d'épistémologie il fait à l'égard des objets qui lui sont soumis, des catégories d'objets, mais à propos de sa démarche lui-même. Et c'est un commentaire que je voudrais faire, mais en même temps, il me vient à l'idée une sorte de comparaison ou de situation où je voudrais aussi remettre en position, comme le soulignait ce matin, aussi bien François Bon que, je pense, Bruno Moreil, à propos de la responsabilité du scientifique qui se trouve confronté à délivrer un discours et à le transmettre. Quelle est sa position et quelle est sa conviction personnelle? Je vais prendre un exemple, non pas d'un objet qui vient du temps lointain, ou du moins qui n'existe plus aujourd'hui, sauf des cas particuliers, ainsi que l'évoquait Éric, de la Pointe-Levallois. Je vais prendre un cas concret pour vous dire à quel point, à un moment donné, il y a une tension et une extrême mal à l'aise dans le préhistorien confronté à des objets. La situation est en Australie, dans le territoire du Nord, en terre d'Arnhem, où des archéologues commencent la fouille d'un site archéologique pour étudier et dater de l'art préhistorique, dans un contexte où il y a 3 anciennes représentantes et titulaires mémorielles du site, qui nous autorise à fouiller dans l'endroit où l'une d'entre elles a vécu et passé son enfance. Au bout de quelques jours de fouilles, apparaissent des artefacts et apparaît dans un contexte de plusieurs dizaines de millénaires une série de haches, et dont une hache polie. Cette hache polie exhumée est présentée à la douanienne, celle qui a la mémoire du site et la propriété morale de ce site, qui regarde, exprime une grande empathie, une immense émotion, et passé ce moment d'émotion, prend la parole pour décrire et qualifier l'objet. Et c'est à partir de cela, que je vais interroger Éric et à la limite, et Jean-Marc aussi. Et elle dit: j'entends les voix de mes ancêtres, de mon père et de mon oncle qui ont vécu ici, et je les vois, avec cette hache, débiter les kangourous en quartier pour les répartir entre les membres de la famille. Cela se passait il y a quelques années. J'ai publié ces données. Elles le savaient, ces femmes et ces personnes mémorielles, qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers d'années pour l'âge de cet objet. Elles n'en tenaient bien entendu pas compte, et je n'ai jamais pu raccorder une publication austère et scientifique qui a eu lieu dans une revue internationale en anglais avec la signature de ces personnes associées et la relation de cet objet, c'est-à-dire ce témoignage. Éric, dans ce contexte où il ne s'agit pas d'une Pointe-Levallois, qu'est-ce que cette histoire à quoi elle te raccorde par rapport à ce que tu viens de dire?
comment aurais-tu réagi et comment peut réagir quand on est dans la situation scientifique d'être entre ces deux dimensions, ces deux types de discours? Alors Jean-Michel, heureux de te voir. Moi aussi. Après un temps si long. Si tu permets, je vais rajouter, parce que j'ai vu le film, et tu as omis de dire que dans la séquence, tu expliquais toi-même ce que c'était. Oui. Et en cela, ce n'est pas une critique, c'est exactement pour illustrer ce que je dis, c'est que toi, en tant que savant, et en fonction de tes connaissances, de ton passé et de ce que tu étais face à un « il », un objet produit par un autre, et tu parlais en tant que « je ». Mon savoir, tu parlais de là où tu étais. Et tu as rencontré le « je », l'autre « je ». C'est un exemple qui est assez rare, si tu veux, c'est la rencontre des deux « je ». C'est le schizophrène, c'est une situation schizophrénique, si tu veux. Et alors, ça, je veux dire, moi, je l'ai aussi vécu, mais bon, avec des forgerons en Afrique pour d'autres circonstances, mais cette situation, c'est ça qui m'a fait prendre conscience de la différence et du problème épistémologique de notre discipline. Et souvent à mes étudiants, je parle de fromage et je parle je me souviens jamais, celui qui a des trous et celui qui n'a pas de trous. Je crois que l'emmental a des trous et l'autre n'a pas de trous, je crois. Et qu'en fin de compte, notre discours en préhistoire, du fait de nos données, on a affaire à un fromage avec plein de trous et qu'on imagine, par le factuel, de combler cette totalité de trous. Et c'est ce que tu évoques, je veux dire, en fin de compte, la personne que tu avais en face de toi, elle t'a comblé tous les trous. Elle t'a comblé tous les trous. Mais quand tu n'es pas dans cette situation-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces trous, il faut avoir conscience que tu ne les combleras jamais dans leur intégralité. Donc, ça veut dire que nos questions doivent être différentes. On a des questions sur le plein, mais on doit avoir des questions sur l'absence. Et à partir de là, si on est dans le principe d'un discours linéaire, d'une reconstitution d'une histoire continue, quand on travaille sur des mémoires qui ont disparu, là où moi, ça commence à m'intéresser, c'est que je me suis dit, je ne peux pas poser les mêmes questions et donc je ne peux pas participer à cette histoire. Je dois trouver d'autres questions. Et je pense qu'il y a... Alors, on a parlé du mot préhistoire. Moi, je dis souvent à mes étudiants, si le mot n'est pas bon, il y a des préhistoires. Et qu'à partir de là, en fonction des moments, des lieux, il y a des récits que l'on pourra faire et d'autres moments où on ne pourra pas le faire. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire qu'il n'y a pas de questions à poser. Voilà ma position, si tu veux. Et mon travail est de chercher les questions de ces trous. Oui, oui. Merci de ta réponse. J'aimerais savoir ce que Jean-Marc Pétillon peut répondre, lui, de son côté. Par rapport à la situation que tu évoquais, oui, c'est une situation embarrassante, c'est deux ordres de connaissances. Je ne sais pas comment je m'en serais dépatouillé personnellement. Moi, je fouille dans des contextes plus classiques, hein, que vous connaissez tous, où pour le coup, il n'y a pas on va dire, il n'y a pas d'appropriation mémorielle de ce qu'on fouille. Il y a en revanche, en général, quelque chose qui s'en approche dans la découverte de la profondeur du temps. C'est comme si les gens parcourent la surface de leur territoire quotidien, on va dire, pour reprendre un mot qu'on a beaucoup employé ce matin. Et puis on arrive et on leur montre qu'il y a aussi une épaisseur. Et que cette épaisseur, elle peut s'étendre, c'est presque l'inverse si tu veux. Elle s'étend jusqu'à des périodes qu'eux ne soupçonnaient pas. Et d'une certaine manière, de cette façon, on retrouve quelque chose qui est presque le symétrique inversé, mais qui finit par y ressembler. Un affect qui ressemble presque, je trouve, à ce que tu décris, alors qu'il s'appuie sur une forme de révélation qui est presque l'inverse. C'est la prise de conscience de la profondeur du temps, justement. Mmh. Oui.
Je ne sais pas si d'autres veulent intervenir. Personne d'autre? Boris? Vas-y, Boris. Moi, je comprends mieux la figure d'Éric maintenant qu'il a parlé des trous dans le fromage. Non, bah, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, j'ai bu du petit lait pendant toute cette session. Moi, je suis positiviste, hein, pardonnez-moi. Je crois au progrès des sciences et je vois que, pour reprendre, à nouveau faire écho à nos discussions avec Rémi Labrusse, malgré les multiples obstacles que vous avez soulignés les uns les autres, l'inconnaissable recule très, très lentement, mais néanmoins sûrement. Il y a des points d'appui, il y a plein de trous, il faut questionner, comme dit Éric. Même l'immémorial d'Éric, en quelque sorte de Nicolas et de Diego, hein, parce que les croyances, elles se sont perdues, se prêtent, comme tu disais Éric, à l'intellection. Voilà, et je vois aussi que l'inconnu recule. On l'a vu, et c'est vraiment une joie scientifique sans arrêt renouvelée, entre cette nano-histoire de Nicolas, peut-être presque la micro-histoire avec Ina et Diego, hein, puisqu'on a une certaine épaisseur de temps parfois qui apparaît avec notamment ce plafond de Rouffignac fait en plusieurs épisodes, à moins que ce soit une unité de temps plus courte qu'à la marche. Delvin qui se place déjà dans les conjonctures, le temps long, etc. Oui, je crois qu'on est en train de construire, je reviens à mon dada, de l'histoire très, très, très particulière, mais néanmoins pas fondamentalement éloignée de l'histoire plus récente. Sauf quand la mémoire est vraiment complètement perdue. Voilà ce que je voulais dire. Donc moi, je suis joyeux à entendre tout ça. Hein. Ça avance et l'inconnaissable, je crois, recule. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Sinon, on avait prévu, il avait été prévu une pause. On se retrouve à 17h, ça fait 7 minutes seulement. À 17h, tout le monde? Je voudrais juste dire que ces inconnaissables n'ont pas la même valeur épistémologique, n'ont pas la même valeur ontologique. Et là, il faut faire très attention. Est-ce que tu peux préciser, Éric, parce que c'est important. C'est-à-dire que ces inconnaissables, elles renvoient à des objets. Quand je disais que le Levallois, à un moment donné, le Levallois que je vois est pour moi un noumen, et ce que j'en fais est un phénomène, si tu veux. Et donc, derrière ce noumen, il y a un être qui est derrière. Et donc, cette incapacité à le connaître, si tu veux, cette incapacité à aller vers lui. Je reviens sur Heidegger, si je me pose la question, je me dis, mais comment aller à l'étang, si tu veux, et dois-je, et c'est inconnaissable, me renvoie à dire, mais est-ce qu'en fin de compte, la préhistoire que je fais, cette préhistoire de traces sans mémoire, est la même que celle, effectivement, où les gens arrivent à aller à de l'événementiel. Moi, je n'arriverai jamais à l'événementiel. Et donc, tu vois, et je l'ai accepté le deuil. J'ai accepté le deuil de ça, et je me demande si je ne fais pas une autre histoire. J'en fais pas le deuil, mais j'en ai déjà fait le deuil. Tu vois, c'est à ce niveau-là, et c'est vraiment, si tu veux, c'est cette notion effectivement d'objet nouménal qui n'est pas nouménal. Une pointe Levallois, je veux dire, le mec qui l'a fabriqué, je veux dire, voilà, c'était pas, pour lui, c'était un objet du quotidien, mais il est devenu nouménal pour nous. Tu vois, et ce qu'on va en faire, eh ben, donc c'est inconnu, qu'allons-nous en faire? Et si on le remet dans une histoire continue linéaire, c'est pas possible, je dirais. C'est pas possible. Voilà. Je pense qu'intellectuellement, il y a une rupture épistémologique à faire. Mais ça, on en discutera autour d'un café, si tu veux. Plus de réactions? La pause est lancée. Hein. Alors, on pause. À tout à l'heure. Alors.
Boris, on peut conserver. On peut continuer à discuter? Oui. On peut continuer à discuter, Boris. Ouais. Oui, mais je suis bien d'accord avec toi qu'il faut faire des deuils. Tiens, par exemple, il y a un deuil absolu qui rejoint celui que tu évoques, des acteurs, des personnes. C'est une histoire totalement anonyme, à quelques exceptions près, peut-être à la marche, justement, mais pour Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Il faut assumer, et là, bon, j'ai fait cette grande déclaration positiviste, enthousiaste, mais qui ne saurait dissimuler la pleine conscience des distinctions, voire des ruptures avec d'autres façons d'écrire l'histoire. Je te suis complètement, Éric, là-dessus. Et sur l'événement, on en parlait avec Rémi hier. Moi, je pense qu'on a des traces d'événements préhistoriques, peut-être pour les périodes plus récentes. Je pense, tiens, ne serait-ce que dans des tombes, il y a peut-être des événements derrière, hein, dès lors que ce sont des personnages importants. Mais on n'en a que la trace, on n'en a que l'aura, tu vois. Et donc, il faut faire en partie le deuil, hein, de cette possibilité de remonter de la trace à l'événement. Le deuil n'est pas facile. Hein, le deuil n'est pas facile. Je me rappelle Catherine Perlès à ma soutenance d'Alger, elle disait c'est super, on n'a pas d'événement en préhistoire, donc on n'a plus que des structures, on n'est pas embarrassé par tout ce mouvement de l'histoire. Et je ne sais plus si je l'avais rétorqué ou c'est après, a posteriori, que je me rappelle aussi, je ne l'ai pas vu, hein, mais je l'ai vu dans un livre, cette inscription à la Sorbonne en 68, les structures ne descendent pas dans la rue. Donc il faut faire le deuil quand même d'un certain nombre de choses, je suis d'accord avec toi. Oui, je veux dire, le plus grand deuil, par exemple, et qui est extrêmement intéressant, je veux dire, et qui devrait être l'objet d'un grand débat, c'est la découverte de l'Oméquie. Je dirais, où effectivement, ce n'est pas un individu, un fameux homininé, si tu veux, qui a produit cet objet. Et donc, alors on pourrait dire, merde, alors là, putain, c'est pas dans la lignée humaine, tu vois, mais on pourrait déplacer. Moi, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a dit, au lieu de poser la question que l'homme est l'inventeur de l'outil, ce qui m'intéresse le plus, c'est dans un cadre historique, c'est l'histoire de l'homme et de la technique. Qu'il soit l'inventeur, c'est une autre question. Elle relève de dimensions cognitives qu'on ne connaîtra pas, mais grâce à l'Oméquie, cet objet tranchant, il existe. Par contre, à un moment donné, il y a un individu biologique qui rencontre une technique, et là, voilà, on a un nouvel art. Tu vois, une fois que tu as fait le deuil de ta croyance, quelque part, putain, je veux dire, c'est heuristique. Le deuil est toujours heuristique. Il dit dur, délicat, douloureux, mais heuristique. Et là, je veux dire, on a fait tomber c'est pire qu'un paradigme, je veux dire, un dogme, je dirais, que effectivement, le roi gouranien, je veux dire, l'outil est le prolongement de la main de l'homme. Non. L'outil est une prothèse, comme dirait Stigler, une prothèse, mais que tout individu de l'ordre du biologique peut produire. Donc, qu'est-ce qui fait l'humain? À travers la technique. Voilà. Toi, Boris, c'est deuil et mélancolie, en fait. Toi, tu es dans la mélancolie parce que tu as un objet dont tu ne peux pas te résoudre à accepter la perte. Et Eric, lui, il est dans le deuil. Il a réussi quelque chose. Voilà. On n'a pas le même âge. Comment? Ça, c'est méchant. Tu vas bientôt me rejoindre. Non, c'est admiratif. C'est admiratif, Eric. Non, mais je suis quelqu'un de très lent de toute façon, donc je ne peux pas, du fait de mon grand âge, je ne peux plus monter les étages 4 par 4, et donc je suis obligé d'aller marche par marche. Donc c'est cette pensée qui effectivement, c'est cette pensée lente, en fin de compte. Je suis un penseur de la pensée lente et progressive, et je trouve, alors là, la préhistoire, j'aurais aimé ce matin qu'on parle effectivement des médias, mais pas les médias en tant que diffusion, si tu veux, mais du temps que nous imposent les médias. Et j'ai l'impression que nous qui travaillons sur le temps, nous n'avons plus comment dirais-je, on n'est plus gardien de notre temporalité. Nous devons absolument
faire comme BFM, donner des réponses. Bon, j'imagine, comme tout le monde, vous devez recevoir le coup de téléphone de 5 heures du matin d'un journaliste en disant « Nous avons reçu un truc de l'AFP, il faut que vous nous fassiez une réponse rapide pour passer sur France Inter ou sur France Info. » Et en fin de compte, on est dans une contradiction phénoménale où toi, tu vas prendre ton temps pour répondre parce qu'il faut du temps pour comprendre. Et puis, en fin de compte, le temps des médias qui renvoie à la population qui nous paye pour qu'on leur parle, nous fait faire un faux pas du temps. Je veux dire. Mais c'est extraordinaire. Moi, je pense fondamentalement, si tu veux, que bon, je trouve, c'est assez personnel ce que je vais dire, mais je pense que ce qui nous manque vraiment, et peut-être que c'est les plus vieux, parce que peut-être que c'est l'âge, c'est comme le vin, c'est que il ne faut pas trop qu'on soit débordé par le factuel, par le côté technicien qui apporte énormément de réponses et comme on l'a vu de plus en plus dans l'événementiel.